Alors je vois que le temps tourne, on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Alors juste pour vous rappeler ce qui change en matière patrimoniale, notamment en droit d'enregistrement et sur les pactes du trait. Alors vous savez que le fait de conclure sur les titres détenus dans une société un pacte du trait permet, en cas de donation ou de transmission par décès, de bénéficier d'une exonération à hauteur de 75% sur le calcul des droits d'enregistrement. Un certain nombre de conditions à respecter pour bénéficier de cette exonération, un engagement collectif de conservation des titres de 2 ans, suivi d'un engagement individuel de 4 ans, exercer des fonctions de direction. Ça, c'est au niveau de la personne qui détient, de l'associé qui va détenir les titres, qui va signer le pacte. Mais au niveau de la société, il faut elle-même répondre à certaines conditions, et notamment d'avoir une activité dite opérationnelle, une activité, en l'occurrence, qui doit être exercée, cette activité opérationnelle, pendant toute la durée des engagements, tant collectifs qu'individuels. Et enfin, on vous dit, attention, certes, c'est toutes les activités dites opérationnelles, mais à l'exclusion de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier. Et ce qui s'avère un peu spécifique, c'est que la doctrine excluait des activités éligibles tout ce qui était location meublée. Donc vous aviez une société qui faisait de la location meublée, cette société ne pouvait pas faire l'objet d'un pacte du trait. Elle faisait de la location de locaux équipés, des locaux professionnels équipés, eh bien ça n'était pas éligible non plus. Eh bien ces dispositions ont fait l'objet en fait de contentieux, tant au niveau de la Cour de cassation qu'au niveau du Conseil d'État, et notamment sur la location meublée et sur les locaux équipés, eh bien ils sont allés à l'encontre de ce que disait la doctrine, pour faire schématique. Donc selon le contentieux, on pouvait tout à fait conclure un pacte du trait sur une société qui faisait de la location meublée, alors que la doctrine disait l'inverse. Pour mettre fin à tout débat, la loi de finances pour 2024 est venue préciser tous ces changements. La première chose, elle nous définit ce qu'il faut entendre par activité éligible, et donc en l'occurrence, elle nous en renvoie aux articles 34 et 35 du Code général des impôts, à l'exclusion donc du patrimoine mobilier et immobilier. Donc pour la faire courte, si une société fait de la location meublée ou de la location équipée, c'est exclu. On ne peut pas conclure un pacte du trait sur cette société. Ensuite, on vous dit effectivement que pour être éligible au pacte du trait, il faut que cette société ait une activité éligible prépondérante. Autrement dit, vous avez une holding, elle a une activité opérationnelle, mais elle a également une activité civile. Il faut que l'activité opérationnelle soit dite principale. Donc, il faut savoir, par un critère, soit de faisceau d'indices ou par un autre critère, déterminer que cette activité opérationnelle soit bien l'activité principale. Si ce n'est pas le cas, la société ne sera pas éligible au pacte du trait. Et enfin, puisqu'on nous parle d'activité éligible, on est venu préciser pour les besoins du pacte du trait ce qu'il convient d'entendre par holding animatrice. On est tous très friands de cette notion de caractère animateur de la holding. Et donc aujourd'hui, nous avons dans le Code général des impôts, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, on avait très peu de textes qui le prévoyaient, une définition de la holding animatrice. Et au regard de ça, on nous dit qu'on peut être holding animatrice. Alors c'est toujours pareil, il faut conduire la politique du groupe, prendre des prestations de services le cas échéant, et les deux critères principaux sont la conduite de la politique du groupe, contrôler les filiales et, le cas échéant, rendre des prestations de services. Donc on nous rappelle ça, et ces mêmes critères qu'on connaissait déjà et qui étaient dans la doctrine, et surtout on nous dit que je peux être holding animatrice de ma fille, mais également de ma petite fille. Donc ça, c'est aussi un critère qui a été donné. Alors je ne doute pas que cette nouvelle définition de la holding animatrice fasse couler beaucoup d'encre. Et donc, ce caractère animateur, toutes ces dispositions dont je viens de vous parler, vont s'appliquer aux transmissions qui vont intervenir depuis le 17 octobre 2023. Patrick, l'IFI, en 2 mots. Une modification qui concerne effectivement l'IFI, qu'il va falloir avoir en tête dès nos déclarations des prochaines semaines, puisque ça s'applique dès l'IFI 2024, et qui concerne la déduction des passifs. Petite modification, on va voir, qui ne concerne pas forcément tous les contribuables, et qui concerne en fait la détermination de la valeur des titres à soumettre à l'IFI. Valeur des titres, vous connaissez la règle. On a de l'immobilier dans une société, il faut déterminer la valeur de la société, et ensuite appliquer le prorata, ce qu'on appelle le coefficient immobilier, parce que je peux avoir d'autres biens que de l'immobilier dans la société. Et donc on applique ce coefficient sur la valeur des titres, et ça nous donne l'assiette imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors on avait déjà un certain nombre de règles anti-abus, vous savez, pour la déduction des dettes.
Alors déjà, en 2018, on nous avait dit, ben, regardez les comptes courants, il y en a une partie qui est déductible, une partie qui n'est pas déductible, suivant que ça se rapporte à de l'immobilier ou pas. Attention aux passifs, notamment si vous achetez un bien immobilier auprès d'un des associés. Si vous vous êtes endetté auprès d'un des associés, c'est que c'est dans des conditions normales de marché pour que ça puisse être déductible, etc. On nous avait dit, attention, les prêts in fine, c'est trop facile parce que vous remboursez que les intérêts, mais pas le capital. Vous n'allez pas pouvoir déduire le capital pendant toute la durée du prêt. Donc on va faire comme si c'était un prêt amortissable. Même chose pour les prêts sans terme, on va considérer que voilà, c'est sur 20 ans et on va retirer un 20e chaque année de la déduction que vous allez pratiquer en matière d'IFI. Bref. Mais par contre, c'est vrai que pour la valorisation des titres, on pouvait déduire, on va dire, assez facilement les passifs. Et ce qui était dans le collimateur, ce qui est dans le collimateur du législateur qui a pris cette mesure, c'est de dire, ben voilà, il y a quand même un certain nombre de passifs qui est piloté par les associés. Il y en a quelques-uns qui en profitent parce qu'ils ont des comptes courants qui grossissent, qui viennent diminuer la valeur des titres. Et donc, forcément, quand j'applique le prorata immobilier, ça vient diminuer la valeur soumise à l'IFI. Et notamment, les comptes courants d'associés qui proviennent de résultats qui ont été affectés, dont on a décidé la distribution, mais qui n'ont pas été mis en paiement. Ça crée un passif et il y a un certain nombre de petits malins qui les font gonfler d'année en année et qui déduisent ce passif de la valeur des titres pour déterminer l'assiette à l'IFI. Donc on va venir corriger cela et on va considérer désormais que seules sont déductibles les dettes qui sont afférentes à un bien immobilier, directement ou indirectement, que ce soit lié à l'acquisition ou à l'entretien du bien immobilier, peu importe, mais la dette n'est déductible que si elle est afférente à un actif taxable à l'IFI. Donc forcément, le compte courant d'associé sur lequel on a des sommes à distribuer, ben, il n'est plus afférent à un actif immobilier, c'est du financier, et donc on ne peut plus le déduire pour déterminer la valeur des titres de la société, sur lequel ensuite on appliquera le prorata immobilier. Il y a quand même, on va dire, deux règles anti-abus à cette règle anti-abus, donc un plafonnement qui s'applique, parce qu'il ne faudrait pas qu'en excluant la déduction de certains passifs, on arrive à une valeur des titres qui soit supérieure à la valeur réelle ou à la valeur vénale des titres. Donc on a prévu quand même ce plafonnement dans la loi. On nous dit que pour déterminer la valeur IFI des titres, eh bien il y a quand même un plafond, c'est la valeur vénale des titres ou la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l'IFI pour qu'on n'ait pas quand même des valeurs surévaluées par la non-déduction des passifs des titres de société qu'on va soumettre à un impôt sur la fortune immobilière. Donc si vous n'avez que des passifs, on va dire, liés à l'acquisition, à l'entretien des immeubles, pas de difficulté, vous faites comme vous faisiez avant pour déterminer la valeur de titre de la société. Si vous avez d'autres passifs, regardez quand même s'ils ne sont pas plus ou moins fictifs, si ce n'est pas des revenus des associés qu'on n'a pas à distribuer, auquel cas, là, il faudrait effectivement augmenter la valeur vénale de vos titres soumis à l'IFI. Contrôle fiscal. Oui, alors en deux mots, parce que le ministre du budget de l'époque, qui entre-temps est devenu ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre, nous avait annoncé un plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale. On a quelques mesures dans la loi de finances, toujours pour lutter contre la fraude, comme on les a d'ailleurs traditionnellement chaque année. On en a retenu 4. Première mesure, c'est la possibilité de déterminer le lieu du contrôle fiscal. Pas forcément chez le contribuable, on peut demander à ce que ce soit dans les locaux de l'administration, d'ailleurs dans certains cas c'est même l'administration qui pourrait être amenée à le demander, vous vous souvenez, ça fait suite à l'affaire l'année dernière, il y a eu un inspecteur qui a été assassiné au cours d'un contrôle fiscal, et puis en parlant avec les services du contrôle fiscal de la DGFiP, on s'est aperçu, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais parce que vous avez une pratique correcte du contrôle fiscal dans vos cabinets, mais que les inspecteurs peuvent vivre des moments particulièrement difficiles quand ils se rendent au domicile des contribuables qui ont des attitudes parfois un peu déplacées, et notamment quand ce n'est pas un inspecteur mais une inspectrice. Et donc, pour des raisons de sécurité, l'administration voudrait aussi pouvoir faire les contrôles dans ces locaux dans un certain nombre de cas. Deuxième mesure, c'est la fiscalité internationale, le renforcement du contrôle des prix de transfert. Qu'est-ce que c'est que le contrôle des prix de transfert? C'est l'entreprise qui doit justifier qu'elle a bien déterminé la bonne assiette de bénéfices imposables en France. Je suis dans un groupe international, je produis en Italie, je vends en France, je fais réparer en Allemagne. Quelle est la fiscalité la plus avantageuse? Si l'impôt est plus faible en Italie, je vais acheter très cher en Italie pour localiser mon bénéfice imposable en Italie et qu'il n'y en ait plus en France. Donc la France a dit c'est pas possible, on va mettre en place les prix de transfert et vous devez justifier, dès lors que vous êtes une entreprise d'une certaine taille,
que par une documentation des prix de transfert que vous avez pratiqué le bon prix pour chaque maillon de production ou de vente d'un bien et service dans les différents états dans lesquels vous intervenez. Donc le but de la documentation des prix de transfert, c'est de dire, regardez, j'ai bien appliqué des tarifs normaux pour mes achats, pour mes ventes, avec les différentes filiales qui sont dans différents états de l'Union européenne. Et donc j'ai la bonne assiette taxable en France à l'impôt sur les sociétés. Étaient concernées les sociétés ou groupes qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros. Vous voyez qu'on abaisse considérablement le seuil à 150 millions d'euros. Ça reste des grandes entreprises, mais vous voyez qu'on veut contrôler beaucoup plus d'entreprises pour s'assurer qu'il n'y a pas une délocalisation du bénéfice imposable dans d'autres États qui auraient des taux d'imposition moins élevés que la France. Troisième mesure, c'est la création d'un nouveau délit. C'est le délit de facilitation de la fraude fiscale. Alors, qui facilite la fraude fiscale? C'est souvent des personnes qui conseillent ou accompagnent les contribuables et qui font, nous a expliqué d'ailleurs très clairement le directeur du contrôle fiscal, qui mettent en place des sociétés fictives, domiciliés dans des paradis fiscaux, qui créent des fausses identités pour les contribuables, etc. Donc, bien évidemment... pas l'expert comptable. L'expert comptable qui est un conseil n'est pas du tout dans le viseur. Hein. Ce sont vraiment des gens qui font des schémas, des montages frauduleux, des falsifications d'identité, qui ouvrent des comptes bancaires à l'étranger sans les déclarer. Je fais ma traditionnelle parenthèse, puisque la période des déclarations de revenus approche. N'oubliez pas, pour tous vos clients, de leur demander s'ils ont des comptes à l'étranger et de les déclarer. Pourquoi? Parce que, pas pour tomber dans la facilitation de la fraude fiscale, mais parce qu'il y a une amende si on ne le fait pas. Il y a la possibilité d'une taxation d'office sur les sommes qui transitent sur le compte bancaire étranger. On va les resoumettre à l'impôt en France. Et finalement, on est beaucoup de contribuables à avoir un compte bancaire à l'étranger, notamment lorsqu'on a un bien immobilier à l'étranger ou de la famille à l'étranger, ou parce que c'est plus pratique ou autre. Et j'insiste sur le fait qu'il y a de plus en plus d'échanges. Hein. La France échange avec 3 ou voire désormais 4 pays de l'Union européenne, qui ne sont pas très loin de nous. Et c'est des échanges automatiques de données. Hein. L'administration fiscale n'a même plus besoin de demander à ces États quels sont pour les contribuables français les comptes bancaires ouverts dans son pays, elle les reçoit automatiquement. Je crois que j'ai 2 exemples en tête. Pour moi, c'est l'Espagne et le Portugal, où la DGFiP, sans rien demander à l'Espagne et au Portugal, on reçoit la liste de nos contribuables qui ont des comptes bancaires ouverts dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. N'oubliez pas de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger. Ça ne veut pas dire que vous serez taxé sur les sommes qu'il y a dessus, mais au moins vous éviterez l'amende. Et ça vous permettra de justifier des sommes que vous avez mis dessus, le cas échéant, si l'administration fiscale vous le demande. Et dernière mesure en matière de lutte contre la fraude fiscale, c'est la recherche de données sur Internet. Alors, effectivement, depuis quelques années, c'était un type de test, mais vous voyez que c'est prorogé et que c'est même élargi. L'administration fiscale va sur Internet, va sur les réseaux sociaux pour essayer de déceler s'il n'y a pas certains contribuables qui proposent des services, qui ont une activité qui n'est pas déclarée auprès de l'administration fiscale. Donc elle va collecter, elle peut collecter, elle est en droit, la loi lui donne la permission et elle peut même, avec la loi de finances, aller plus loin. Je vous disais tout à l'heure, attention, on va lutter contre les fausses identités, c'est le délit de facilitation de fraude fiscale, mais vous voyez que dans la loi de finances, on a inscrit l'inverse, c'est-à-dire que l'administration fiscale, les inspecteurs ont le droit maintenant de prendre des fausses identités pour aller prendre contact avec certains contribuables sur les réseaux sociaux ou ailleurs, donc attention à qui vous acceptez comme ami, peut-être un inspecteur derrière, pour essayer d'obtenir des informations sur votre activité, votre chiffre d'affaires, vos bénéfices. Est-ce que vous avez bien déclaré votre activité? Est-ce que vous n'essayez pas de frauder le fisc? Donc attention, désormais l'administration fiscale peut continuer à aller sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais aussi avec une fausse identité pour vous démasquer. Patrick, c'est désespérant. À chaque fois, on se dit qu'on finira plus tôt, mais on finit toujours au pas de course. Mais vous inquiétez pas. Il nous reste 2 minutes, on est bien. On est large. On a fait la moitié. Alors. Le sujet de l'année, s'il y en a un qui est hors loi de finances et qui vous intéresse pour la plupart d'entre vous, on le voit, hein, ça a suscité beaucoup d'émoi, ça continue. On a fait beaucoup de communication auprès de la profession sur le sujet. Cette fameuse doctrine fiscale qui vient changer les modalités d'imposition des associés de SEL, qui sont vos clients. Hein, et là, en l'occurrence, eh bien, c'est un feuilleton dans une série, en plusieurs saisons. Et là, on en est peut-être à la dernière.
Il nous reste Peut-être. encore quelques points à voir avec la DLF. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est au bas du diaporama, c'est le rescrit du 27 décembre. Cadeau de Noël. Clarifie de manière claire et opposable à tout le monde les choses et qui modifie, vous le voyez, donc c'est le BOFIP relatif au gérant. Vous avez deux références, le rescrit et le BOFIP relatif au gérant majoritaire de CELAR. C'est les deux choses qu'il faut retenir. Et oui, et c'est d'autant plus important que parce que ça n'est pas toujours en conformité avec les publications, avec les informations qu'on avait eues une première fois de la DGFiP et qui finalement ont changé lorsqu'ils ont publié le rescrit. Donc si vous devez vous référer à quoi que ce soit, c'est le rescrit. En un mot, vous avez compris, on ne revient pas sur le principe, tout ce qui concerne l'exercice d'une activité libérale dans une SEL par les associés relève du BNC. Sauf s'il y a un lien de subordination entre l'associé et la société, ce qui devrait être rare, d'autant plus pour des professions libérales. Et attention, ça ne concerne que l'activité libérale et pas l'activité de mandataire social. Au titre, si je perçois une rémunération en tant que gérant majoritaire ou minoritaire ou en tant que président de la CELAS, attention, ce n'est pas le même régime fiscal. Vous voyez, article 62, gérant majoritaire, TS pour les autres. Et l'administration fiscale nous dit, il faut dissocier, donc puisqu'on a deux régimes distincts, BNC et article 62 ou TS, il faut dissocier les rémunérations, sauf cas exceptionnel. On va y revenir puisqu'elle a apporté des précisions sur le sujet. Question qu'on se posait, est-ce qu'on peut, lorsqu'on est associé d'une SEL, appliquer le régime micro-BNC? Oui, nous dit l'administration fiscale, si vous respectez les seuils, on en a parlé tout à l'heure, c'est même que la location meublée, 77 500, voilà. Donc j'ai bien suivi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si je suis en dessous du seuil? Les sommes qui sont versées à titre de rémunération, plus les dépenses professionnelles supportées par la société pour le compte de l'associé. Si je suis en dessous des 77 500 micros de plein droit, mais je peux opter pour le réel, etc. Vous connaissez la chanson. Si je suis au-dessus des seuils, ou si je préfère être au réel, c'est-à-dire opter, je fais 2035. nous dit l'administration fiscale, on lui avait dit, mais on ne peut pas rajouter une case sur la 2042 sans avoir fait une déclaration 2035. La réponse, c'est non. Non, il faut 2 ans pour qu'on mette le circuit informatique en place. Donc la réponse, c'est non, vous avez compris. Et il faut faire une déclaration 2035 comme un BNC classique, même si je suis associé d'une SEL. Et pour pouvoir télétransmettre une 2035, il me faut une identification, donc une inscription auprès du guichet unique en tant que BNC, mais qui n'est pas tout à fait un entrepreneur individuel, puisque juridiquement, ce n'est pas lui qui supporte les risques, hein, c'est la SEL, donc il n'a pas le statut juridique d'entrepreneur individuel, même si fiscalement, c'est un entrepreneur individuel BNC, donc il faut un parcours spécifique sur le guichet unique pour cela, et pour raccorder peut-être le numéro de cotisant, parce qu'on cotise déjà, hein, on paie des cotisations, des charges sociales, et pour raccrocher tout ça au numéro de cotisation sociale existant. Si votre SEL elle a 30 associés, il y a 30 BNC tout à fait à identifier. Précision complémentaire apportée par le BOFIP de fin décembre, qui nous dit, pour les gérants majoritaires, je vais vous apporter un certain nombre de précisions, puisque vous aviez assez souvent la tendance à me mettre pas mal de choses en article 62. Or, aujourd'hui, ça devrait être en BNC pour l'activité libérale. Qu'est-ce que c'est que l'activité libérale? C'est tout ce qui est en lien, direct ou indirect, avec votre clientèle ou votre patientèle. Que ce soit un acte technique ou que ce soit un acte administratif. Le fait de facturer un client ou de faire des relances clients, c'est de l'activité libérale. D'encaisser des sommes, c'est de l'activité libérale. De prendre les rendez-vous, de gérer les approvisionnements de fournitures, de gérer les équipes. Vous êtes dans un cabinet, vous avez 50 collaborateurs, vous passez vos journées à gérer vos équipes, c'est de l'activité libérale. Ce n'est pas de l'activité de gestion et de représentation de la société, ce n'est pas lié au mandat social. Rédaction de documents tels que les ordonnances, les prescriptions et autres, tout ça, c'est de l'activité libérale. N'est pas de l'activité libérale et relève du mandat social, donc article 62, gérant majoritaire de CELAR, les convocations d'assemblée générale, on n'en fait pas tous les jours. La représentation de la société auprès des tiers, ça c'est quand je vais voir le banquier, souvent parce que j'ai besoin de financement ou de placement. C'est quand je vais voir l'agent immobilier si je recherche de nouveaux locaux. Voilà, ça relève de la gestion du mandat social, de même que les décisions de déplacer le siège social. Tous les jours. Qu'on prend à peu près, c'est ça, quasiment jamais. Donc vous voyez que pour l'administration fiscale, l'activité libérale, c'est la très grande majorité de l'activité de l'associé de la SEL. Et que les fonctions liées au mandat social sont
extrêmement réduite pour la très grande majorité de nos contribuables. Et l'administration fiscale va plus loin, on est toujours pour nos gérants majoritaires de SARL, mais il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment pour mon président. Parce qu'on est d'accord, ce que tu dis là, c'est que uniquement sur les gérants majoritaires. Oui. Ces précisions, elles ont été apportées pour les gérants de CELARL, Oui. ou CELARLU. Oui. Donc toutes les autres dispositions, Oui. c'est pour ça que tu le dis, Oui. il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose dans la CELAS. Et l'administration fiscale nous dit, et c'est à vous d'apporter la preuve du temps passé, et donc de la rémunération afférente au mandat social et aux fonctions techniques. Et je vous ai recopié même la phrase du BOFIP, l'absence de documents statutaires ou comptables, tels ceux fixant la rémunération des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l'exercice de telles fonctions, n'est pas elle seule de caractériser une impossibilité de distinguer. C'est-à-dire que dans le texte, on nous dit, si on ne peut pas distinguer, on peut mettre tout en article 62, mais il va falloir justifier avec des éléments objectifs qu'on est dans l'impossibilité de distinguer les deux fonctions. Mais nous avons une tolérance. Il ne suffit pas de dire, ben voilà, je n'ai pas fait de feuille de temps, donc je ne peux pas distinguer, pour que ça suffise. Non. Si je n'ai pas fait de feuille de temps, ben ça veut dire que pour l'administration, j'ai passé 100% de mon temps à faire du libéral. Sauf tolérance, alors là, pareil, on est chez les gérants majoritaires de SARL, toujours. L'administration nous dit, à titre de tolérance, j'admets que vous portiez 5% de votre rémunération au titre de la fonction de gérance, donc en article 62, et 95% en BNC. À vous de m'apporter la preuve contraire. TVA, on ferme le chapitre, il n'y en a pas. Parce que c'est celle qui a l'activité professionnelle, donc c'est elle, le cas échéant, qui doit appliquer de la TVA. Pas l'associé. L'associé, il n'a pas à faire de facture, ni à mettre de TVA sur cette facture qu'il n'a pas à faire à la SEL pour lui verser sa rémunération. Et CFE, même chose, on garde, on va dire, les règles qu'on avait avant, c'est-à-dire c'est pas parce que je suis associé d'une SEL que je deviens redevable de la CFE, c'est la SEL qui a l'activité professionnelle, c'est elle qui est redevable de la CFE. Moi, en tant qu'associé, j'ai pas de CFE à payer, sauf si, à côté de mon activité dans la SEL, j'avais une autre activité indépendante. Auquel cas, au titre de cette activité indépendante, je dois effectivement cotiser au titre de la CFE. Et dernière précision, mais je crois que tu l'as dit, effectivement, sur le plan juridique, on n'est pas un entrepreneur individuel, tel que la loi l'a spécifié. Et donc, comme on n'est pas un entrepreneur individuel juridiquement, eh bien, on ne peut pas opter à l'IS. Vous savez que maintenant, les entrepreneurs individuels peuvent opter à l'IS. Eh bien, là, on ne nous permet pas, dans ce cas-là, d'opter parce qu'on n'est pas un entrepreneur individuel. Et c'est là où notre droit fiscal prend toute son autonomie. C'est que, par contre, on est fiscalement, pour faire une 2035, un entrepreneur individuel. Tout à fait. Donc, une fois de plus, on distingue le régime juridique et le régime fiscal qui sont différents. Donc, pour faire simple et court sur nos associés de SEL, toute l'activité professionnelle libérale PNC, pour tous, au moins 95% de la rémunération, sauf si on apporte la preuve contraire. On sera très souvent, vu les seuils, en 2035, donc il faut les éléments pour pouvoir faire une 2035, livre journal, un registre des immobilisations, le cas échéant, etc. Et on pourra appliquer le régime fiscal des BNC, déduire des frais professionnels et autres. Et vous avez le temps, puisque c'est pour l'imposition des revenus de l'année 2024 qu'on déclarera en 2025. En 2025. Dans un temps presque record, je vous ai parlé des SEL. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Peut-être une ou deux questions, si vous en avez. Sinon, on peut se parler également autour d'un verre dans quelques instants. S'il y a une question, je regarde s'il y a une main qui se lève. On était si clair que ça. Alors, voilà. Monsieur le Président, Parfait. je vous rends la parole. Merci à vous. Ça nous a confirmé que notre binôme avait toujours une aussi bonne élocution pour arriver à garder les rythmes durant ce temps de présentation. J'avoue que j'ai une certaine impatience moi, pour voir ce que va donner le guichet unique pour les BNC et les SEL, vu les expériences précédentes. Bien, je vous propose qu'on s'en arrête là et puis qu'on se retrouve donc pour le cocktail à suivre. Merci de votre attention à tous et Il est mytho, vraiment. Ouais. Voilà, tu aurais vu les deux dernières.